associe en série un conducteur ohmique de résistance R, une bobine d'industance variable fixée à L et un condensateur de capacité C. Le courant sinusoïdal de fréquence N et de valeur efficace de 10 minutes ampères est donné par l'expression I de t qui est égale à I maximale multiplié par le cosinus oméga t. Alors, la première question, on dit donner l'expression de la tension instantanée. Cette question est à 3 volets. En petit a, il dit l'expression de la tension aux bornes du conducteur ohmique. En petit b, l'expression de la tension aux bornes de la bobine. Et en petit c, l'expression de la tension aux bornes du condensateur. En deuxième partie, on nous demande d'exprimer à l'aide de la loi des mailles l'expression de la tension instantanée U de t aux bornes du dipôle RLC en fonction des tensions aux bornes des résistances UR, de la bobine UL et du condensateur UC. 3. Représenter la construction de Fresnel associée au montage avec pour échelle 5 cm pour 1 volt. En 4, on nous demande de déduire de cette construction, c'est-à-dire de la question 3. En 4a, la valeur efficace de la tension U de t aux bornes du dipôle RLC. En 4b, la phase de la tension U de t par rapport à l'intensité I de t. Et en 5, on nous pose la question pour savoir si le dipôle est-il globalement inductif ou capacitif. En 6, le facteur de puissance, on nous demande le facteur de puissance est égal à 1. C'est une valeur qu'on nous donne. Et les questions qu'on pose, on nous demande en première question qui est petit a, de déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Et enfin, déterminer l'impédance Z en question du dipôle RLC. Nous avons les données comme suite. La résistance interne, la résistance R du résistor R est donnée par 100 ohms. L'inductance L de la bobine est donnée par 0,3 Henry. Et la capacité C du condensateur est donnée par 10 microfarads. Et enfin, la fréquence N des oscillations est donnée par 100 S. Alors, après une lecture brève de l'exercice, nous allons donc essayer de passer à la résolution des questions l'une après l'autre. Alors, chers apprenants, on va donc d'abord évaluer la première question. La première question, on nous demande ici, connaissant l'expression de l'intensité du courant I de t, on nous demande ici de donner l'expression des tensions sinusoïdales, les tensions instantanées, d'abord la tension aux bornes du résistor UR, et enfin ensuite la tension aux bornes de la bobine, et enfin la tension aux bornes du condensateur. En petit a, on nous demande de déduire l'expression de la tension sinusoïdale UR aux bornes de la résistance. Pour UR de t, comment nous allons répondre à cette préoccupation? On va d'abord, pour une première fois, rappeler l'expression de l'intensité du courant. Voici donc l'expression de l'intensité du courant que le test nous a donné. Alors, à quoi est-ce qu'est égal à la tension aux bornes de la résistance? Pour calculer cette tension, nous appliquons tout simplement une loi que nous avons vue depuis les classes antérieures, qui n'est rien d'autre que la loi d'Ohm. Aux bornes du conducteur ohmique, nous savons que d'après cette loi, nous avons ici la tension aux bornes de la résistance R est égale à la résistance R multipliée par l'intensité I de t qui traverse le dipôle. Alors, l'expression que nous avons vue dans le cas antérieur, c'était tout simplement la tension UR est égale à quoi? À la résistance R multipliée par I.
C'est cette expression que nous allons analyser. Mais dans nos cas ici, dans cette expression, il faut savoir que ici, la tension varie en fonction de l'intensité R du courant. Pourquoi? Parce que la résistance R ici, ça c'est toujours une constante. Maintenant, ici, nous remarquons que puisque la tension ici varie en fonction de l'intensité I du courant, nous voyons que ici, dans notre expression ici, la tension au borne du résistor, c'est une fonction du temps T. Ça veut dire aussi que l'intensité aussi du courant est aussi une fonction du temps T. Voilà pourquoi dans cette expression, au lieu de ce que j'ai écrit en dessous ici, nous allons plutôt préférer d'écrire sous cette forme. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant remplacer l'expression de I dt par son expression. Et nous aurons ici UR qui est égal à quoi? À R qui était déjà là. Je vais injecter dans cette relation I masse fois le cosinus oméga T. Donc voilà, c'est donc tout simplement l'expression. Voici donc l'expression de la tension au borne du résistor demandé. Alors, on va analyser la deuxième question. C'est la question petit b. Ils sont nous demandent de déterminer pour la tension au borne de la bobine. Alors, la tension au borne de la bobine, que vaut donc l'expression de cette tension? Par définition, cette tension L est égale à quoi? À L multiplié par la dérivée de l'intensité I du courant par rapport à la variable T. Voici donc l'expression de la tension au borne de la bobine. Le R ici, c'est une constante. Alors, donc, déterminer donc l'expression de la tension au borne de la bobine revient tout simplement à multiplier la distance L par la dérivée de l'intensité du courant I dt que nous avons ici. Alors, on aurait ici tout simplement UL dt qui est égal à L multiplié par la dérivée par rapport au temps. On va donc remplacer le I dt par son expression. I maximal fois le cosinus oméga T. Alors, voilà donc l'expression de distance L. Dans cette expression, la tension I maximale est une constante. Donc, elle va sortir donc de la dérivation. Et on aurait ici L multiplié par I maximal fois la dérivée par rapport au temps T de la fonction cosinus oméga T. Nous allons dériver la fonction cosinus oméga T par rapport à la variable T. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons très bien que on va faire un rappel mathématique très important. Lorsque nous avons une fonction qui est sous cette forme cosinus AX, que nous allons dériver. Ici, notre A ici, c'est une constante réelle, non nulle. Avec A ici appartient à R étoile. C'est également aussi notre oméga ici, c'est aussi une constante réelle non nulle. Mais la variable de cette fonction ici, c'est T. Et par contre, la variable de cette fonction ici, c'est l'abscisse X. Donc, pour dériver ça par rapport au temps T, qu'est-ce qu'on nous a donné? Ça, ce sont les dérivées usuelles. La dérivée de cosinus oméga et de cosinus AX, c'est tout simplement égal à cosinus AX prime, c'est tout simplement égal à moins A multiplié par le sinus de AX. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction qui est dans le vent de cosinus est égale à A multiplié par l'image de la fonction qui est dans le vent de cosinus par la dérivée de la fonction cosinus qui est moins sinus. Alors, c'est également la même chose que nous allons appliquer ici. Ici, notre A est égal à oméga et notre T n'est rien d'autre que notre variable X. Ça veut donc dire que l'expression, la dérivée de cosinus oméga T, en identifiant par cette expression, c'est tout simplement égal à moins oméga sinus oméga T. En dérivant dans cette expression,
nous aurons maintenant L fois la tension maximale multiplié par moins oméga sinus oméga t. Finalement, on obtient ici la tension U de T, UL de T au bord de la bobine qui sera égal à moins L. Ici, moins L oméga fois I maximal multiplié par le sinus. Donc, voici donc l'expression finale de la tension au bord de la bobine. Moins L oméga multiplié par l'intensité maximale par le sinus oméga t, tout simplement. Alors, on va donc maintenant déterminer l'expression de la tension au bord du condensateur. Maintenant, nous allons analyser maintenant la tension au bord du condensateur IC de T. Toutefois, on rappelle toujours l'expression de l'intensité du courant. I de T, ça fait ici I maximal fois le cosinus oméga T. Alors, quelle est l'expression de la tension au bord du condensateur? Nous savons depuis les classes antérieures que l'expression de la tension au bord du condensateur, c'est égal au rapport de la charge Q du condensateur divisé par le coefficient C, c'est-à-dire la capacité du condensateur. C'est-à-dire nous aurons ici U C de T, c'est égal à Q de T divisé par C. C'est ce que nous connaissons. Alors, nous savons très bien que UC de T égale à ça. Maintenant, pour déterminer UC de T, nous allons avoir besoin de quoi? De Q de T. Maintenant, comment nous allons déterminer Q de T? Nous savons tout simplement qu'il y a une relation qui lie la charge Q et puis l'intensité du courant I. Alors, donc dans ce cas, il vient ici écrit or I de T est égal à la dérivée par rapport au temps T de Q de T. Nous avons cette expression. Mais c'est où nous avons ici tout simplement l'expression de I de T et nous voulons terminer Q de T. Comment nous allons faire? Alors, on va essayer de faire produit en croix ici et nous aurons ici dérivée de Q de T qui sera égal à I de T multiplié par D de T. Tout simplement. Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dériver de Q qui est égal à I de T multiplié par le temps élémentaire d'état T. Alors pour ce faire, nous allons intégrer de part et d'autre cette égalité. Autrement dit, pour terminer la charge Q ici, il faut donc chercher la primitive de l'intensité I du courant que le test nous a donné ici. Alors, en intégrant de part et d'autre, nous aurons ici Q de T qui sera égal à l'intégrale de I de T par rapport au temps T. Alors, il faut donc comprendre que toute intégrale sans les bornes ne sera donc qu'une primitive. Alors, Q de T sera égal à quoi? On va donc remplacer dans cette primitive le I de T par son expression. Ce qui fait ici I maximal fois le cosinus oméga T D de T. Ça veut dire que le temps T ici, c'est l'élément d'intégration. Alors, le I de T étant une constante, il va donc sortir de l'intégrale et nous allons avoir ici I maximal pour l'intégrale de cosinus oméga T par rapport au temps T. Alors, intégrer donc la fonction cosinus oméga T et revient à chercher la primitive sur R de cette fonction. Or, nous avons vu en mathématiques, les fonctions cosinus AX, leur primitive est égale à quoi?
la primitive de la fonction cosinus ici, oméga t ici, ne sera rien d'autre que 1 sur oméga fois sinus oméga t. C'est ça la primitive de cette fonction. Quand vous allez dériver cette fonction, vous allez directement tomber sur la fonction cosinus oméga t. Alors, vu que ici c'est une primitive, ce n'est pas une intégration en tant que telle, voilà pourquoi vous ne voyez pas les bornes ici. S'il n'y a pas de bornes, on va donc multiplier l'intensité maximale sur oméga par sinus oméga t, qui sera tout simplement l'expression de la charge Q de t. Puisque la charge Q de t ici est déterminée, nous allons maintenant remplacer la charge Q dans l'expression de la tension au bord du condensateur qui serait quoi? Q de t divisé par C. Et on va ici en dire quoi? Or, UC de t égale à Q de t sur C. Donc, en divisant donc cette expression par C, on aura ici finalement la tension au bord du condensateur serait égale à quoi? À I maximal sur C oméga multiplié par sinus oméga t. Voici donc à quoi ressemble la tension aux bornes du condensateur C. Alors, nous voici donc achevé la première partie de l'exercice. On va donc passer à la deuxième partie de l'exercice où il est demandé d'exprimer à l'aide de la loi d'Ohm et la loi des mailles, autant pour moi, l'expression de la tension instantanée U de T au bord du dipôle RLC en fonction des tensions UR de T, UL de T et UC de T. La question 2, on dit déterminer la tension U de T qui est ici en fonction des tensions UL, UR et UC. C'est-à-dire les différentes tensions au bord de la bobine, la résistance R et la capacité, le condensateur de capacité C. Alors, comment nous allons donc exprimer cela? Mais on nous a dit d'appliquer ici tout simplement la loi des mailles. Tous ces dipôles qui sont ici sont associés en série. Et si nous devons choisir une maille ici, la maille va tout simplement représenter tous les cadres de la figure. Ici, le schéma du circuit ici a une forme rectangulaire. Mais ce n'est pas là la question. Pour appliquer tout simplement la loi des mailles, qu'est-ce qu'il faut faire? On se donne tout simplement un sens positif où on suppose que toutes les tensions qui vont suivre ce sens-là seront affectées du signe positif et les tensions qui seront opposées du sens qu'on va donner seront affectées du signe négatif dans la relation d'additivité des tensions. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Mais cela va dépendre de nous. Voici donc le sens de la tension U de T qui va comme ça. Et nous avons ici le sens de l'intensité I du courant. Puisque le dipôle RS ici est un dipôle associé en série. Donc ça veut dire que ici, tous les dipôles qui sont ici, que nous voyons ici, la bobine, le dipôle L, le résistor et le condensateur, sont tous alimentés par le même courant I. Donc le courant va dans ce sens-là. Vous remarquez très bien que ici, la tension U qui est au bord du générateur GBF, si nous pouvons le dire, qui n'est pas bien clairement représenté ici, a le même sens ici que l'intensité I du courant. Donc ici, la loi des mailles, cela va dépendre de moi. Si je vais choisir selon le sens du courant ou bien selon le sens opposé au sens du courant. Comme l'intensité va dans ce sens-là, moi je choisis ici d'aller dans le sens du courant comme le sens positif des mailles. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça.
parce que le courant circule dans ce sens. Et il met ici un signe positif. Vous voyez très bien. Donc, ça veut dire que toutes les tensions dont les sens seront opposés à ce sens que je me suis donné seront affectés de signes négatifs. Alors, en appliquant donc cette loi, vous aurez tout simplement quoi? Je remarque tout simplement que, à part la tension U, qui va dans le même sens que les tensions du courant et le sens positif de la loi de Maille que je me suis choisi, toutes les autres tensions s'opposent au sens du courant, d'où elles s'opposent aussi au sens positif de la loi de Maille. Ce qui veut donc dire que nous allons avoir ici le U de T moins le UL de T moins encore le UC de T moins le UR de T. Tout ça là va me donner 0. C'est ce que je veux dire la loi de Maille. Pourquoi les tensions UL, UC et UR sont tous affectés du signe négatif? Je l'ai déjà expliqué. Tout simplement parce qu'ils s'opposent au sens du courant et de l'intensité I. Maintenant, comme le sens positif de la loi de Maille que nous sommes donnés, c'est le sens du courant, dans ce cas, le sens de tension UL, UR, UC s'oppose aussi au sens positif de la loi de Maille. C'est la raison pour laquelle que ces tensions-là sont ici affectées ici du signe négatif. Par contre, la tension U, elle va dans le sens du courant. Or, le sens positif de la loi de Maille va aussi dans le sens du courant. Voilà pourquoi lui, il est affecté ici du signe positif. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? La question était d'exprimer la tension U de T en fonction des différentes tensions. Donc, on va donc tirer maintenant la tension U de T, c'est-à-dire on va faire passer les trois tensions affectées de signes négatifs de l'autre côté des inégalités et ils seront tout simplement affectés maintenant du signe positif. Donc, nous aurons ici U de T qui sera égal à UL de T plus UC de T plus UR de T. Voici donc l'expression de la tension U demandée. Alors, passons donc à la question suivante. La question suivante est la question 3. On nous demande de représenter la construction de Fresnel associée au montage que nous avons ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne ici comme échelle 5 cm pour 1 volt. Plusieurs apprenants ont la difficulté de représenter la barre de Fresnel, la construction de la barre de Fresnel ici, dans le cadre des circuits RLC. Donc, c'est une bonne occasion pour vous, si vous êtes tombé sur cette vidéo, de suivre très bien jusqu'à la fin et cela ne sera plus un secret caché pour vous. Alors, dans ce cas, on va essayer d'examiner ensemble. Nous voyons très bien que la tension U au bornes du dipôle RSC est exprimée en fonction de la somme des différentes tensions. Autrement dit, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Dans cette expression, nous allons d'abord remplacer les tensions UL, IC et UR par les différentes expressions que nous avons déterminées dans la question 1, dans la première partie de l'exercice. Nous allons représenter la condition de Fresnel. On va donc garder cette expression et maintenant remplacer les tensions UL, UC, UR par les différentes valeurs. Nous avons d'abord ici U de T qui est égal à UL de T plus UR de T plus UC de T. Connaissant donc toutes ces expressions, alors on va donc les remplacer et nous aurons ici quoi? Le UL, c'était quoi? C'était égal à moins L oméga I masse. Reprenons. Le UL, c'est tout simplement égal à quoi? À moins L oméga fois I masse multiplié par le sinus
oméga T. Le IR plus A, c'était R fois I maximal fois le cosinus oméga T. Et enfin, le IC, A, c'était plus I masse divisé par C oméga multiplié par le sinus oméga T. Voici donc les différentes expressions des tensions que nous allons remplacer. Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Mais sans toutefois oublier non que la tension U, qui est une tension sinusoïdale, son expression est sous la forme de U maximal multiplié par le cosinus oméga T plus la phase phi. Phi, c'est le déphasage entre l'intensité I du courant et la tension au bord du dipôle RLC. Pour mieux réussir la construction de la barre de Fresnel, dans cette expression, nous allons transformer tout ce qui est sinus en cosinus. C'est ce que nous allons faire. L'expression de la fonction sinus dans cette expression. Pourquoi? Parce que l'intensité I du courant ici, c'est une fonction sinusoïdale, mais c'est avec le cosinus et non avec le sinus. Donc, comme la tension et l'intensité du courant U est une fonction sinusoïdale qui est donnée avec le cosinus d'après le test, et aussi la tension, c'est une fonction sinusoïdale aussi déterminée à l'aide du cosinus. Donc, nous allons transformer tout ce qui est sinus ici en cosinus. Alors, le sinus oméga T. Que vaut donc la valeur du sinus oméga T? Et que vaut donc la valeur de moins sinus oméga T? C'est ce que nous allons examiner ensemble tout à l'heure. Donc, on a ici moins sinus. On va enlever l'expression moins qui est là. Si on a ici L oméga I masse fois moins sinus. Alors, que vaut donc moins sinus oméga T? On a moins sinus oméga T est égal au cosinus oméga T plus 2. Et sinus oméga T égale à cosinus oméga T moins plus 2. Vous pouvez donc vérifier à l'aide des expressions de linéarisation. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? On va remplacer dans cette expression de I de T moins sinus oméga T par cosinus oméga T plus 2. Et ici, sinus oméga T par cosinus oméga T moins plus 2. Et donc, l'expression de la tension U de T sera résumée à quoi? À L oméga I maximal multiplié par le cosinus oméga T plus 2. Maintenant, plus ici, le R fois I maximal multiplié par quoi? Multiplié par le cosinus oméga T. Et plus ici, I maximal divisé par C oméga qui est ici. Dans le sinus oméga T, ça fait ici cosinus oméga T moins plus 2. Donc, cosinus oméga T moins plus 2. Alors, chers apprenants, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? La barre de Fresnel consiste à faire quoi? En réalité, ici, nous allons déterminer ici les vecteurs. Et ces différents vecteurs-là, comment est-ce que nous allons les appeler? La tension U ici sera affectée par le vecteur V. Et la tension, ça c'était quoi? La tension au bord de la bobine sera affectée par le vecteur V. Et puis elle a l'indice pour dire que c'est la tension
au bord de la bobine, plus la tension au bord du ressort R sera affectée du vecteur V avec R à l'indice. Et plus maintenant, finalement, la tension au bord du condensateur sera affectée du vecteur V avec un C à l'indice. Alors, il faut comprendre donc que la tension au bord du dépôt RSC, c'est un vecteur. Et ce vecteur-là, c'est que la somme vectorielle de tous les autres vecteurs. Mais ces vecteurs-là, quelles vont donc leurs coordonnées? Il faut donc comprendre que sur le vecteur UL, VL, c'est le vecteur qui aura pour coordonnées quoi? En abscisse, nous avons son maximum en abscisse. Quand je prends dans cette expression, cette fonction, L oméga fois I maximal fois le cosinus oméga T. Donc c'est un vecteur dont l'abscisse, c'est le maximum de cette fonction. C'est-à-dire, ça serait ici L oméga fois I maximal. C'est-à-dire que ce sera en abscisse. Et ici, en ordonnée, on a tout simplement la phase. En ordonnée, nous avons les phases. Donc ici, la phase dans cette expression-là est égale à plus pi sur 2. Donc nous aurons ici pi sur 2 qui sera comme l'ordonnée du vecteur IL, VL ici. Vous voyez donc les coordonnées du vecteur VL. Également aussi, pour le vecteur VR, en abscisse, nous aurons aussi son maximum. Son maximum, c'est quoi? Nous avons R I masse par cosinus oméga T. Le maximum dans cette expression, c'est quoi? Je vais donc entourer tout ce qui est maximum en rouge. Voilà. Donc, voici les maximums qui sont soulignés en rouge ici de tous ces vecteurs. C'est VR, voici son maximum. Donc, son maximum sera représenté en abscisse. Donc, c'est étant que son abscisse, R I masse. C'est l'abscisse du vecteur VR. Et son ordonnée, les ordonnées là, ce sont les phases. Nous voyons donc que dans cette expression RI masse cosinus oméga T, la phase n'est pas présente, donc la phase égale à 0. Ça veut dire ici, son ordonnée égale à 0. Et ici, nous avons maintenant finalement ici le vecteur UC, VC ici, qui aussi a également pour l'ordonnée le maximum qui fait I masse divisé par C oméga. Et ici, son ordonnée sera ici, la phase c'est moins pi sur 2. Donc son ordonnée c'est moins pi sur 2. Tout simplement. Donc, une fois on a fini maintenant donc, de déterminer les coordonnées de ces vecteurs, on va donc essayer de les représenter. Mais comment les représenter? Le test nous a donné quoi? L'indistance L, la bobine est donnée. Oméga, nous pouvons déterminer oméga. Oméga n'est pas donné ici de façon explicite, mais nous avons la valeur de la fréquence. Comme nous savons qu'il y a une relation qui lie oméga et la fréquence, ça veut dire que oméga peut être déterminé. Et aussi, l'intensité maximale du courant aussi peut aussi être déterminée. Parce que nous savons que le test nous a donné quoi? L'intensité efficace du courant qui faisait 10 milliampères. Or, il y a une relation qui lie l'intensité efficace et l'intensité maximale. On va donc essayer de déterminer les maximums de tous ces vecteurs. Bon, de toutes ces tensions. On va d'abord calculer L oméga fois I maximal, R fois I maximal et I maximal sur C oméga. Alors, qu'est-ce que nous savons? On va d'abord ici, première série, on va d'abord déterminer pour VL. Je vais mettre tout simplement ici IL maximal, c'est la même chose. Le UL maximal est égal à L oméga fois I maximal. Avec I maximal égal à quoi? Or, oméga est égal à quoi? Égal à 2 pi fois la fréquence. Et nous avons ici le I maximal qui est égal à quoi? I maximal égal à racine carrée de 2 fois I
efficace, selon les tests. Alors, donc, nous aurons ici tout simplement UL maximal, c'est égal à L fois racine carrée de 2 fois I efficace multiplié par 2pi fois la fréquence. Et connaissant donc la valeur de l'indice L qui a été donnée par 0,3 Henri, connaissant aussi le I efficace qui est égal à 10 mA et 2pi la fréquence qui est égale à 100 S. Nous aurons ici 2 fois racine carrée de 2 multiplié par 0,3 qui est l'indice L multiplié par 100S qui est la fréquence multiplié par l'intensité I du courant qui est 10 mA que nous allons convertir en ampères. Donc ça fait ici 10 puissance moins 2 ampères. Alors UL maximal, le 100 fois 10 puissance moins 2 ça fait 1. Alors ça va donc rester quoi? 2 fois racine carrée de 2 fois 0,3. Donc vous aurez ici tout simplement le UL maximal qui c'est égal à 0,6 racine de 2. Le UL maximal qui fait ici 0,6 racine de 2. Maintenant, quelle est donc la longueur de ça selon l'échelle donnée? Cette valeur elle est exprimée en volts. Donc sa longueur ici selon l'échelle donnée, nous avons ici 5 cm qui correspond à 1 volt. Donc, pour cette valeur, on va mettre ici quoi? La longueur de UL qui va correspondre à quoi ici? 0,6 racine carrée de 2. Donc, nous allons faire règle de 3. On va multiplier 0,6 racine carrée de 2 par 5 et on va diviser par 1. Et vous allez avoir ici comme longueur de la tension au bord de la bobine, c'est égal à 5 fois 0,6 racine carrée de 2 cm. Après calcul, nous obtenons ici 4,2 cm. Nous obtenons ici 4,2 cm. On va passer pour la tension UR maximale. On a ici UR maximale. Ça fait ici l'abscisse du vecteur VR. Il y a R fois I maximal. Ça fait ici, comme le I maximal égale à quoi? Égale à la racine carrée de 2 fois I efficace. Donc, on aurait ici une racine de 2 fois R fois I efficace. Donc, le UR maximal, c'est égal à la racine carrée de 2 fois le R. Le R est égal à combien selon l'énoncé du test? Le R est égal à 100. Nous avons ici 100 ohms multiplié par l'intensité du courant efficace en ampères qui fait 10 puissance moins 2. 100 fois 10 puissance moins 2, ça fait 1. Donc finalement, on aurait ici la racine carrée de 2 volts comme la tension maximale au bord du résistor. On va donc déterminer maintenant en fonction de l'échelle le nombre de centimètres que cela peut nous donner. Donc en fonction de l'échelle, comme nous avons déjà fait ici, la longueur de UR maximale, ici serait égal à tout simplement sa valeur là, c'est-à-dire racine carrée de 2 multiplié par 5 cm que le test nous a donné. Tout ça divisé par 1 volt. Donc, finalement ici, nous aurons ici tout simplement 7,1 cm. Alors, la longueur de la tension aux bornes du ressort est UR égale à
7,1 cm. Puisque nous connaissons maintenant donc cette longueur, on va essayer de déterminer maintenant la longueur de la tension UC maximale au bord du condensateur. VC maximale égale à I maximale divisé par C oméga, qui fait ici I maximale divisé par 2pi fois N, qui est la fréquence, fois C. Pourquoi? Parce que oméga ici égale à 2πn. Alors, connaissons donc les différentes valeurs de cette grandeur. VC maximale qui sera égal à quoi? Racine carrée de 2 multiplié par 10 puissance moins 2, qui fait I maximale, divisé par 2pi multiplié par 100S, qui est la fréquence, multiplié par la capacité C du condensateur, qui fait 10 microfarads. Microfarad, nous allons convertir en farad. Ça fait ici 10 puissance moins 6. C'est-à-dire nous allons ici 10 fois 10 puissance moins 6. Après calcul, on obtient ici 2,25 volts. Donc VC maximal égale à 2,25 volts. Avant de déterminer sa longueur, selon l'échelle. Selon l'échelle, nous allons ici quoi? On aura tout simplement L de VC maximal. Ça va faire la valeur de VC maximal qui fait 2,25 multiplié par les 5 cm qui sont ici, divisé par les 1 volt. 11,25 cm. Que nous allons repérer ici, longueur de UC maximale égale à 11,25 cm. Tout simplement. Alors, nous avons donc terminé, en fonction de l'échelle, les longueurs des différents vecteurs IL, VL, VR et VC. Donc, on va donc regarder tout simplement le vecteur V elle-même et lui-même. Le vecteur V lui-même donne la somme vecteur de tous ces trois vecteurs. Alors, comment nous allons donc le représenter? Après la détermination des longueurs de ces différents vecteurs, on va maintenant représenter la construction des flèches Snell. Alors, il faut donc noter que dans cette construction, la tension U au borne du résistor sera suivant la direction horizontale. Maintenant, les deux tensions, c'est-à-dire la tension au borne du condensateur et la tension au borne de la bobine, et seront dirigées et seront suivant la verticale. Alors, c'est une figure de la forme que vous avez déjà vue en classe, mais seulement qu'ici, vous allez faire ces mêmes constructions-là en tenant tout souvent compte des longueurs des différentes tensions que nous avons ici. Donc ici, nous allons essayer de les construire. On voit ici que la longueur de la tension au bord de la bobine est à la longueur la plus petite. Mais d'abord, on va essayer de représenter d'abord la tension au bord de la résistance, qui est horizontale, qui fait 7,1 cm. Donc, à travers votre instrument géométrique, sur un papier millimétré, bon, vous allez essayer de construire une droite horizontale de longueur 7,1 cm. Et vous aurez quelque chose comme ça. Okay. Vous aurez quelque chose comme ça. Et c'est là que vous allez marquer ici
R. Après avoir terminé maintenant UR, nous voyons maintenant que ici, les tensions au bord de la bobine et du coordonnateur ont une allure verticale. Donc ça veut dire tout simplement que on va essayer de les représenter. Mais attention, les deux tensions ont non seulement les allures verticales, ou les directions verticales, mais ici, la direction ou le sens de UL est ascendant et le centre de UC est descendant. Donc ça veut dire ici que quoi? Nous allons d'abord représenter UL d'abord, qui fait 4,2 cm. Vous aurez une question comme ça. Vous prenez votre traceuse et vous tracez une droite qui est perpendiculaire à la direction de la tension UR que vous avez déjà représentée, mais vous allez repérer 4,2 cm pour cette allure, pour cette courbe-là. Après avoir terminé ça, donc je mets ici UL. Vous voyez? Je mets ici UL. Et si vous remarquez très bien, la phase de cette tension UL là, c'est plus 2. Ça veut dire cependant que la direction de la tension là fait avec l'horizontale, c'est plus 2 que vous voyez clairement. C'est-à-dire, l'angle qui fait cette direction. Ça fait ici plus 2 radians, mais non que l'angle droit. Alors, après avoir fini de représenter ça, on va passer maintenant à la tension au bord du coordonnateur, qui a la même direction verticale que la tension au bord de la bobine, mais cette fois-ci, elle est descendante. Donc, j'ai considéré même origine ici, mais son origine va aller du sommet de ce vecteur là. Et j'ai construit là jusqu'à 11 cm. Tant qu'il n'est pas encore atteint 11 cm, je ne vais pas m'arrêter. Jusqu'à 11 cm. Ok. Il faut noter que c'est la tension qui a la représentation la plus grande ici, dont la longueur est la plus élevée. Et je mets ici UC. Vous voyez tout simplement. Et ça n'est pas du tout compliqué. Maintenant, comme vous remarquez très bien, la phase de la tension UC est égale à quoi? Moins plus 2. Donc, vous voyez que les calculs, il n'y a pas d'erreur dans les calculs. Ça réfléchit très bien. La phase de UC, c'est par rapport à l'horizontale. Et c'est l'angle qui fait cette direction. Vous voyez très bien que c'est un angle droit qui fait ici, mais qui est opposé à plus 2. Vous voyez ici moins plus 2. Voici donc les différentes tensions qui sont déjà ici représentées. Alors, on va maintenant représenter la tension U même au bord du dipôle RSC. Comment nous allons faire cette représentation? On sait que cette tension-là est quoi? Est la somme vectorielle de toutes ces trois autres potentiels. Puisque ici, mais on va donc considérer quoi? Voici la direction de UR. Son point d'application est ici. Et l'extrémité, les deux vecteurs UL et UC ayant la même direction, donc on va donc considérer le vecteur qui a la norme la plus élevée. Comme c'est UC qui a la norme la plus élevée, donc la tension au bord nord du dipôle RSC aura la même origine que la tension au bord de la résistance pour venir vers l'extrémité de la tension au bord du coordonnateur qui a la norme la plus élevée que la tension au bord de la bobine. Et vous aurez la lutte comme ça. Ça, c'est tout simplement la tension U au bord du dipôle RSC. Maintenant, sa phase phi que nous avons terminé là-bas, c'est l'angle qui fait la direction horizontale
avec la direction de la tension UL, que nous appelons communément phi. Alors, voilà donc, chers apprenants, en quelques mots, représenter la base ou bien la construction des flèches Snell dans le cas du dipôle RSC. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Maintenant, pour déterminer la tension efficace, c'est-à-dire la tension au bornes du dipôle RSC même, sa tension efficace, comment vous devez faire? Cela va dépendre de vous. Puisque vous connaissez d'abord la longueur de la tension UR, vous connaissez la longueur de la tension UC, nous voyons très bien que la direction de ces trois tensions ici forme ici un triangle rectangle. De là, ici, et de là. Ce triangle-là est rectangle en ces points-là. Vous pouvez utiliser tout simplement ce qu'on appelle la portée de Pythagore pour déterminer la tension efficace UL. En termes de tension. Par exemple, UC du moins et UR. Maintenant ici, ou bien, si vous voulez déterminer la tension efficace, ici, et que bon, vous ne voulez pas utiliser, qu'on appelle ça, la portée de Pythagore, comme vous avez construit les UL, UC et UR à l'aide d'une échelle, donc vous allez prendre votre traceuse et vous allez mesurer donc tout simplement la longueur de la tension U efficace. Et à l'aide, une fois que vous trouvez cette longueur en centimètres, vous venez maintenant passer par l'échelle pour déterminer la valeur en volts de la tension U efficace. Nous comprenons très bien que cette question même nous est posée dans la suite de l'exercice. Donc soyez concentrés et connectés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses.